Welcome to the Atlantic Perspectives Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans la Maison Blanche et l'Europe avec Maxime Lobé. La dernière fois, nous avons quitté Thomas Jefferson, président visionnaire, philosophe des Lumières et fondateur d'une Amérique tournée vers l'Ouest. Mais son grand projet, celui d'une république indépendante des querelles européennes, va bientôt s'effondrer. Car son successeur, James Madison, devra affronter ce que Jefferson avait tout fait pour éviter, la guerre. Mars 1809, Washington DC, dans la capitale encore boueuse, un homme frêle, à la voix douce, prête serment. James Madison, 4e président des États-Unis, petit par la taille, immense par l'intellect. C'est l'un des pères fondateurs de la Constitution, son principal architecte. Proche de Jefferson, il partage sa foi dans la raison et dans la souveraineté populaire. Mais il hérite d'une situation explosive. Depuis des années, la guerre fait rage entre Napoléon et l'Angleterre. Et comme toujours, les États-Unis en subissent les conséquences. Les navires américains neutres sont arraisonnés par les flottes européennes. Les Britanniques pratiquent l'impressment. Ils arrêtent des marins américains pour les enrôler de force dans la Royal Navy. Les Français, de leur côté, saisissent les cargaisons qui échappent au blocus britannique. Le commerce américain, vital pour la jeune République, est étranglé. Jefferson avait tenté de répondre par la voie pacifique, avec l'embargo de 1807. Mais cette mesure a ruiné les ports américains, sans infléchir Londres ni Paris. Madison, lui, espère renouer le dialogue. Il tente une série d'accords commerciaux, d'abord avec la Grande-Bretagne, puis avec la France napoléonienne. Mais les deux empires jouent un double jeu. Et bientôt, la patience américaine s'épuise. En Europe, les canons tonnent. Aux États-Unis, l'opinion gronde. Des war hawks, les jeunes élus du Congrès, réclament une guerre contre l'Angleterre pour défendre l'honneur national. Ils accusent Londres d'armer les tribus amérindiennes contre les colons américains et de bloquer l'expansion vers l'ouest. Sous la pression, Madison finit par céder. Le 18 juin 1812, il signe la déclaration de guerre. Pour la première fois, les États-Unis affrontent leur ancienne métropole. La seconde guerre d'indépendance, comme on l'appellera plus tard, vient de commencer. Mais le pays n'est pas prêt. L'armée régulière ne compte que quelques milliers d'hommes mal équipés. La marine minuscule face à la Royal Navy ne peut rivaliser. Les tentatives d'invasion du Canada britannique tournent au fiasco. Les États du Nord, la Nouvelle-Angleterre, hostiles à la guerre, rechignent à financer l'effort militaire. Madison, homme de compromis, se retrouve président d'un pays divisé. Une jeune nation peut-elle survivre à une guerre qu'elle n'a ni les moyens ni l'expérience de mener ? Pourtant, la résistance s'organise. Sur mer, quelques victoires spectaculaires redonnent espoir. La frégate USS Constitution détruit le Guerrier, un navire britannique redouté. La nouvelle fait le tour du monde. La jeune République tient tête à la plus grande puissance maritime de la planète. En 1814, les Britanniques débarquent à leur tour. Ils marchent sur Washington, incendient le Capitole, puis la Maison-Blanche. Madison et son épouse s'enfuient de justesse, emportant le célèbre portrait de George Washington. Le symbole est fort. La capitale du Nouveau Monde, réduite en cendres par l'Ancien. À la fin de 1814, une conférence s'ouvre à Gand, en Belgique. Les négociateurs américains, dont John Quincy Adams, fils du président John Adams, obtiennent un traité honorable. En résistant à l'Angleterre, les États-Unis ont-ils combattu une puissance étrangère ou l'ombre de leur propre passé colonial ? Le Treaty of Ghent, signé le 24 décembre 1814, met fin aux hostilités sans vainqueur ni vaincu. Mais dans les faits, c'est un triomphe moral pour Madison. Les États-Unis ont résisté à la puissance britannique sans perdre un pouce de territoire. L'Amérique exulte, le prestige national renaît, et Madison, longtemps critiqué, devient le président qui a défendu l'honneur de la République. Petite anecdote concernant le palais présidentiel. Depuis plusieurs années déjà, les habitants de Washington utilisent de plus en plus l'expression Maison-Blanche pour désigner la résidence du président. Si ce surnom circulait déjà sous la présidence de Jefferson, il s'impose véritablement sous celle de Madison. Pourquoi ? Eh bien parce qu'après l'incendie britannique, le bâtiment est entièrement rénové et recouvert d'un épais enduit blanc, destiné à masquer les traces du feu.
Plus éclatante encore qu'auparavant, la résidence présidentielle devient, dans l'usage populaire, la Maison-Blanche. Madison n'est pas un guerrier. C'est un penseur, un homme de loi, l'auteur du célèbre Federalist Papers avec Hamilton et Jay. Sa présidence, marquée par la guerre, aurait pu détruire son image. Mais elle l'a au contraire consacrée. Sous sa direction, les institutions ont tenu bon. Le Congrès a fonctionné, la Cour suprême a garanti l'équilibre des pouvoirs, la démocratie a survécu à la guerre. La Constitution qu'il avait conçue a résisté à sa première grande épreuve. À la fin de son second mandat, en 1817, Madison laisse un pays changer. La guerre de 1812 a eu un effet inattendu. Elle a coupé les États-Unis de l'Europe et stimulé leur propre industrie. Les usines américaines se développent, les routes s'étendent, les banques se multiplient. Le pays entre dans ce que l'on appellera l'ère des bons sentiments, marquée par l'unité nationale et la fierté retrouvée. L'Amérique, jusque-là fragile, se découvre désormais comme une puissance en devenir. Pour Madison, l'Europe reste à la fois un modèle et un avertissement. Modèle parce que la diplomatie américaine s'en inspire encore. Avertissement parce que ces guerres ont montré le prix de la domination impériale. Sous sa présidence, les États-Unis s'affirment comme une puissance indépendante, décidée à tracer leur propre voie. Et dans les chancelleries européennes, on commence à prendre cette république au sérieux. En 1815, la chute de Napoléon met fin à 2 décennies de guerre sur le vieux continent. Les souverains d'Europe se réunissent au Congrès de Vienne pour restaurer l'ordre monarchique et fonder la Sainte Alliance, une coalition de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse. Face à cette Europe conservatrice, les États-Unis tracent une voie différente. Ils refusent de s'impliquer dans cet équilibre des puissances et affirment leur singularité, celle d'une république libre, née de la Révolution et décidée à rester indépendante du vieux continent. Cette distance nouvelle entre l'Europe et l'Amérique annonce déjà la doctrine Monroe. En 1817, Madison se retire à Montpellier, sa propriété en Virginie. Il y retrouve Jefferson, vieil ami et mentor. Tous deux s'échangent des lettres sur la liberté, la raison et le destin de la République. Madison vit modestement, jusqu'à sa mort en 1836. Il est le dernier des pères fondateurs à disparaître. Il laisse derrière lui une Amérique plus forte, plus sûre d'elle, mais encore hantée par ses contradictions. La question de l'esclavage, l'expansion vers l'ouest et les tensions entre le nord et le sud. Sous James Madison, les États-Unis ont affronté leur première grande guerre moderne. Ils en sont sortis meurtris, mais debout. La République a prouvé qu'elle pouvait résister à l'épreuve du feu. Et l'Europe a compris que le Nouveau Monde n'était plus une colonie, mais un acteur à part entière. Dans le prochain épisode, nous parlerons de James Monroe, souvent considéré comme le dernier père fondateur. J'aime dire qu'il est l'héritier des pères fondateurs, et père de la doctrine d'indépendance américaine. C'était la Maison-Blanche et l'Europe avec Maxime Lobet. Merci pour votre écoute aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme ainsi qu'à Atlantic Perspective sur les réseaux sociaux et retrouvez l'ensemble du contenu d'Atlantic Perspective sur www.atlanticperspectives.org. Music licensed via Epidemic Sound.